Si Mary Shelley et Edgar Allan Poe étaient nés au beau milieu du XXe siècle, ils n'auraient jamais eu à inventer le genre littéraire qu'est l'horreur. Selon les scientifiques japonais qui les premiers s'aventurèrent dans les hypocentres toujours radioactifs d'Hiroshima et de Nagasaki pour tenter de comprendre ce qui s'est passé, les morts les plus effroyables furent les plus rapides. Sur un pont situé dans le centre d'Hiroshima, on pouvait toujours voir un homme en train de tirer son cheval. Ce dernier avait pourtant cessé d'exister. Ses traces de pas, celles de son cheval, ainsi que celles des personnes qui traversaient le pont au même moment que lui pour rejoindre pour la dernière fois le centre-ville, furent préservées sur la surface de la route, qui fut instantanément blanchie comme sous le coup d'une nouvelle méthode de photographie au flash, découverte par hasard. Un peu plus loin, le long de la rivière, à peine 140 pas du centre de la détonation, et toujours pendant la même fraction de seconde, des femmes assises sur les marches de pierre à l'entrée de la banque, qui attendaient manifestement que les portes s'ouvrent, s'évaporèrent au moment où le ciel se fendit. Ceux qui ne survécurent pas à cette première demi-seconde où l'être humain entra en contact avec l'arme nucléaire étaient vivants à un instant, sur les marches de la banque ou dans la rue, et sur les ponts. Puis, l'instant d'après, se retrouvant face au flash, ils se transformèrent en gaz et en carbone séché, leur corps et leur âme dissous, comme s'ils n'avaient jamais existé que dans les rêves d'une créature étrangère à toute expérience humaine qui venait de s'éveiller soudain. Et pourtant, après que l'explosion eut dispersé le carbone de leur organisme, l'ombre de ces gens subsistait, gravée sur les trottoirs cloqués et les marches en granit de la banque, preuve qu'ils avaient un jour vu, vécu et respiré. Le 6e jour du mois d'août 1945, personne parmi ceux qui avaient conçu, élaboré et assemblé la bombe d'Hiroshima ne savait d'où provenaient les noyaux d'uranium, ni ce que la science venait réellement d'atteindre. Ni Oppenheimer, ni Urey, ni Alvarez, ni même Einstein n'auraient cru qu'ils avaient ressuscité une chose qui existait déjà dans un passé lointain, à une époque rarement rencontrée dans l'histoire de la pensée humaine. Chaque atome d'uranium-235 qui se trouvait dans le cœur de la bombe avait été formé plus de 4,6 milliards d'années plus tôt, au cœur de supernova. Le cœur de la bombe fut assemblé à partir de la poussière d'étoiles qui avait vécu et s'était éteinte bien avant que les vieilles montagnes de la Lune n'apparaissent. Extrait et affiné à plus de 83% de pureté, puis assemblé selon une géométrie d'une grande précision, ces vestiges primordiaux de la création furent contraints, après des siècles d'inactivité, de se faire l'écho du dernier cri d'une étoile qui implose. Pour l'essentiel, sur le plan strictement quantique, ce qui se passa au-dessus d'Hiroshima ce matin-là fut l'éphémère réincarnation de soleils lointains. Aucun des hommes qui élaborèrent cette étrange alchimie ne comprenait à l'époque que le carbone qui coulait dans ses veines était, comme l'uranium, de la poussière d'étoiles. Pas plus qu'ils ne savaient que les noyaux de carbone et d'uranium pouvaient dissimuler des choses bien plus petites que le diamètre d'un proton. En effet, Einstein et Oppenheimer eux-mêmes refusaient d'admettre que de tels mondes quantiques existaient. Ils ne savaient donc pas de quoi étaient constitués les neutrons, ni de façon précise comment des failles dans l'espace-temps avaient permis à la matière de devenir de l'énergie. Leur compréhension était si primitive qu'on pouvait la comparer au mécanisme de pensée d'un homme de Néandertal découvrant le napalm. De la même manière, ces scientifiques ne soupçonnèrent jamais que les forces qu'ils avaient déchaînées reliaient leur époque à l'origine de l'univers. Même s'ils ne savaient pratiquement rien de la manière dont leur éphémère écho du passé fonctionnait, ce pratiquement rien fut suffisant. Il était inévitable que quelqu'un se trouve au-dessus du point zéro. Cette distinction si particulière revint à une veuve de 35 ans et à une demi-douzaine de moines.
Madame Oyama avait envoyé son fils à l'école une demi-heure plus tôt que d'habitude, ce qui explique pourquoi ce jeune garçon serait aux yeux de l'histoire le seul survivant du quartier. La maison des Oyama était mitoyenne d'un temple bouddhiste avec lequel la famille partageait et entretenait un grand potager. À 8h15, Madame Oyama se trouvait probablement dans le potager, à travailler avec ses voisins comme elle le faisait tous les matins. Si tel était le cas, personne ne se trouva aussi près du point zéro, aussi ouvertement exposé au flash que Madame Oyama et les moines. Au-dessus d'eux, le dôme du palais d'exposition industrielle du département d'Hiroshima pointait directement vers le centre de la détonation. Le jardin du temple dans lequel s'échinait Madame Oyama était adjacent au bâtiment que les générations suivantes connaîtraient sous le nom de dôme de la paix. Durant la fraction de seconde qui précéda l'instant zéro, Madame Oyama et les moines vécurent un instant de non-existence, sur le point de mourir, avant même qu'ils n'aient pu se rendre compte qu'ils allaient mourir. Au moment où la bombe s'activerait, avant même que la sphère de plasma n'enfle et n'atteigne le niveau du sol, le revêtement en métal en haut du dôme absorberait les rayons de la bombe et se liquéfierait sur le champ avant de s'évaporer. Les briques et le béton seraient eux aussi sur le point de se parer d'une peau radiante et liquide. Contrairement à l'homme qui tirait son cheval sur le pont, il était impossible que Madame Oyama laisse une ombre permanente sur le sol. Au moment où les rayons commenceraient à traverser ses os, sa moelle se mettrait à frémir 5 fois plus vite que l'eau en ébullition. Ses os eux-mêmes deviendraient instantanément incandescents. Simultanément, sa chair essaierait de se détacher net de son squelette, tout en étant propulsée de force au sol sous la forme de gaz comprimé. Au cours des 3 premiers dixièmes de seconde suivant la détonation de la bombe, le fer dans le sang de Madame Oyama en serait rejeté, comme raffiné par l'atome. Les quelques millimètres de terre à la surface du sol se transformeraient en verre en fusion et seraient transpercés par des concentrations de fer si élevées que, si cette couche de verre brune tirant sur le verre avait pu refroidir lentement, elle aurait été recouverte d'une couche d'acier carbone. Mais elle ne refroidirait pas lentement. Le temps que le bruit de l'explosion atteigne son fils, qui se trouvait à 2 kilomètres de là, toute la substance du corps de Madame Oyama, y compris le fer provenant de son sang et le verre enrichi en calcium, s'élèverait déjà dans la stratosphère pour se mêler aux étranges tempêtes radioactives qui pourchasseraient bientôt les autres survivants. Du côté sud de la ville, à environ 4 pâtés de maison de là où se trouvaient Madame Oyama et les moines, Toshihiko Matsuda s'apprêtait à laisser son ombre sur un des murs du jardin de sa mère. Il était, semble-t-il, en train de se pencher pour ramasser un fruit ou arracher une mauvaise herbe. Au cours des quelques millisecondes qui suivèrent, le flash graverait non seulement l'ombre de Toshihiko sur le mur derrière lui, mais également l'image fantomatique des plantes qui l'entouraient. Sur cette empreinte murale, figée au moment de l'explosion de la bombe, on voyait l'ombre d'une feuille qui venait tout juste de se détacher de sa branche et qui, bien qu'elle soit en train de tomber, n'atteindrait jamais le sol. Le système nerveux des êtres humains n'était tout simplement pas assez rapide pour se rendre compte de la vitesse à laquelle l'aube de l'ère atomique mortifère fondait sur eux en ce matin d'août. Au départ, tout s'était déroulé dans le royaume des nanosecondes. Au cœur du réacteur, 560 grammes environ d'uranium-235 se mirent à entrer en fission avant que les forces compressives conçues pour déclencher la réaction selon le principe du canon et pour la maintenir en cohésion, ne soient submergées par des forces contraires qui vinrent pulvériser l'uranium. 3 fois plus lourde que l'or, chaque once d'uranium métal argenté et émettant des neutrons
avait un volume 3 fois inférieur à celui de l'or. La partie active, opérante, de la bombe était donc étonnamment petite, équivalent au tiers du volume d'une balle de golf, et contenait à peine plus de 2 cuillerées à café rases d'uranium réactif. Après seulement un 100 millionième de seconde, le cœur d'uranium commença à se dilater et la réaction de fission à s'arrêter. Durant cet intervalle de 10 nanosecondes, le premier éclat de lumière jaillit avec une telle intensité que l'on put voir briller les parties vertes et jaunes du spectre à travers l'enveloppe en acier de la bombe, comme si cette dernière n'était qu'un sac de cellophane transparent. 580 mètres plus bas, aucune créature sur Terre ne put voir cet éclat. Au cours de ces 10 premières nanosecondes, la lumière parcourut seulement 3 mètres, dans toutes les directions. La réaction de fission se produit dans des délais si brefs qu'elle frôle la vitesse de la lumière. De fait, pour toute personne située à plus de 3 mètres, la bombe en elle-même, bien que désormais traversée par la lumière, semblait suspendue, en parfait état, au-dessus de la ville. Juste en dessous, Madame Ayoma était toujours en vie, le flash ne l'ayant pas encore touché. Un 10e de millionième de seconde plus tard, une sphère de rayons gamma s'échappa du cœur à la vitesse de la lumière pour atteindre un rayon de 33 mètres. Une deuxième vague de neutrons la suivant de près. Entre la bulle de rayons gamma et celle nouvellement formée de neutrons, chaque atome d'air fut dépouillé de ses électrons. Ces derniers furent précipités contre les parois de la sphère gamma. Une bulle de plasma commença à se former, engendrant un choc thermique qui atteignit une chaleur supérieure à celle du cœur du Soleil et brilla 1 milliard de fois plus que sa surface. À l'intérieur de cet éclat atomique, des rayons X et des rayons gamma furent à plusieurs reprises absorbés et dispersés, polarisés puis réabsorbés, à tel point que les rayons pouvaient tout autant être réfléchis vers le centre de la bombe que s'en éloigner. Il en résulta que, tant que la lumière atteigne le sol, les explosions de rayons gamma et de rayons X furent accompagnées d'une brillance qui envahit tout le ciel. De fait, une personne protégée du flash derrière un solide mur de briques, par exemple, pouvait tout de même être transpercée par les rayons qui émanaient des 4 coins de l'horizon. Durant son premier millionième de seconde, la bulle de lumière atteignit un rayon de 300 mètres, une largeur d'à peine plus de 600 mètres. Les propres dimensions en expansion de la bulle avaient refroidi sa limite extérieure à une température seulement 1 millier de fois supérieure au point d'ébullition de l'eau. Température qui restait tout de même plus de 300 fois supérieure à celle nécessaire pour convertir un corps humain en brume carbonisée et os incandescent. Durant le même premier millionième de seconde, et malgré tout ce qui se passait, la lumière émise par la bombe n'avait toujours pas atteint la ville. Si Toshihiko Matsuda ou Madame Ayoma avaient regardé à l'endroit où se produisit l'explosion à ce moment précis, et si leur système nerveux avait été apte à enregistrer un millionième de seconde, la bulle d'une largeur de 600 mètres leur serait apparue comme une simple pointe de lance dans le ciel. Après un 10 millième de seconde, l'air se mit à absorber l'explosion et à y répondre. L'atmosphère qui entourait le point d'explosion forma un gouffre en expansion de vide quasi parfait, se détachant vivement de l'endroit où s'était trouvée la bombe pour former une caverne de plasma. Le long des parois de cette caverne, la vague de neutrons engendra une seconde grosse explosion de rayons gamma.
Le flash initial avait désormais atteint un rayon de 30 km. Sous l'hypocentre, le sang dans le cerveau de Madame Ayoma commençait déjà à frémir, sur le point de s'évaporer en un éclair. Cette dernière fit l'expérience de l'une des morts les plus rapides de toute l'histoire de l'humanité. Avant même qu'un seul de ses nerfs ne commence à ressentir la douleur, les 10 nerfs et elle-même cessèrent d'exister. À quelques pâtés de maison de là, Toshihiko Matsuda, ainsi que les plantes qui l'entouraient, vivraient un peu plus longtemps. Dans un rayon de 10 pâtés de maison, les tortues qui nageaient juste sous la surface de l'eau des mares du château d'Hiroshima seraient toujours en vie le lendemain, même si, avant même qu'elles n'aient pu essayer de fuir ou de se mettre en quête d'eau plus profonde, elles étaient devenues aveugles, et que les écailles et les carapaces sur leur dos étaient déjà brûlées. Puis les temps de réaction ralentirent. Quittant le cadre temporel quantique pour entrer dans le domaine du temps biologique, au cours des 3 millisecondes qui suivirent, la boule de feu commença à se former. Au départ, elle se développa à une vitesse 100 fois supérieure à celle de la lumière. Néanmoins, au moment où sa partie inférieure s'approcha du dôme d'Hiroshima et du toit de la maison des Matsuda, elle ne se développait plus qu'à un 50e de sa vitesse initiale. Près de la périphérie de la boule de feu, de nouveaux atomes générés par la fission, avec de très courtes demi-vies, subissaient une désintégration rapide, engendrant une 3e explosion de rayons gamma. Malgré les dégâts qu'il pouvait occasionner, ce 3e rayon de la mort fut contré par le rayon de chaleur qui le précéda et par la tempête qui se préparait, cette onde de choc dans laquelle tournoyaient des éclairs. Partout dans Hiroshima, un 10e de seconde après la détonation, les fils de téléphone et les vêtements se mirent à répandre des colonnes verticales de vapeur noire. Les immeubles, eux, étaient toujours debout. Comparé à ses débuts, l'onde de choc progressait désormais lentement. La dernière des 3 bulles atomiques majeures, la plus lente, toucha la Terre à une vitesse seulement 2 fois supérieure à celle du son. À ce moment-là, la bombe elle-même avait depuis longtemps disparu. Tout ce qui s'ensuivit, alors que les événements passèrent du cadre temporel à celui qui est familier aux humains, ne fut rien de plus que des répliques. Akiko Takakura et son ami Azami, bien que se trouvant plus près de la bombe que Toshihiko Matsuda et son jardin d'ombre, étaient au fin fond de la carcasse de granit et de béton de la banque. Lorsque les explosions de rayons gamma et infrarouges se manifestèrent, seuls quelques rayons de l'éclat qui embrassaient le ciel entrèrent au hasard par les fenêtres sur le côté de l'immeuble. Et les 2 femmes furent plus ou moins protégées, comme dans un cocon, des rayons mortels. Akiko se souviendrait toujours de la manière dont l'horloge de la galerie principale s'était arrêtée à 8h15. À l'heure même où la grosse horloge surplombant l'université d'Hiroshima s'était arrêtée 3 jours plus tôt. L'effort de guerre ayant mobilisé presque toute la main-d'œuvre et ponctionné toutes les pièces détachées en métal, les ressources manquaient pour réparer la principale horloge de la ville. Depuis 3 jours, Akiko et Azimi plaisantaient sur le fait que ce clocher cassé, qui semblait à jamais figé à 8h15, soulignait la futilité de toute chose. Pendant les décennies qui suivraient, leur plaisanterie se couvrirait du manteau de la prophétie. Car en fin de compte, réparer ou non l'horloge n'aurait fait aucune différence. Elle se serait de nouveau arrêtée à 8h15. Comme toutes les autres horloges d'Hiroshima. Akiko et Azimi se trouvaient à seulement 250 mètres de l'hypocentre. Lorsque survint l'onde de choc, les femmes assises sur les marches à l'extérieur de la banque s'enflammèrent et se transformèrent simultanément en charbon. Dans une école du quartier située dans un rayon de 2 km, un professeur du nom d'Arei reçut une leçon qu'elle n'oublierait jamais au sujet des effets différentiels des surfaces noires et blanches
sur l'absorption de la lumière. Lorsqu'apparut le flash, elle était seule dans sa salle de classe, car elle avait décidé d'accorder quelques minutes de récréation supplémentaire aux enfants. Harry était en train d'accrocher les plus beaux exercices d'écriture de ses élèves à une fenêtre qui faisait face à l'hypocentre. Une petite fille ayant effectué sa délicate calligraphie à l'encre de Chine avait inscrit le nom de son professeur sur du papier de riz blanc. Le flash fut si éblouissant qu'Harry pensa qu'une bombe de 450 kilos avait dû tomber juste devant la fenêtre. Suivant les conseils qu'elle avait reçus lors de sa formation aux attaques aériennes, elle plongea immédiatement à terre pour se mettre à l'abri, avec pour seule attente celle d'une mort rapide due à l'explosion toute proche d'une bombe pleine de dynamite et chargée en phosphore. Elle resta donc perplexe lorsque la lumière s'évanouit et que l'explosion qu'elle avait anticipée ne se produisit pas pendant ce qui lui sembla de longues secondes. Elle s'apprêtait à relever la tête pour jeter un coup d'œil dehors lorsque les fenêtres explosèrent et qu'un millier d'éclats de verre volèrent au-dessus d'elle sans la blesser. Lorsqu'Harry se releva, elle vit un gigantesque nuage volcanique empli de lucioles qui passa du doré au violet, puis à une nuance éclatante de vert, plus éblouissante que toutes les émeraudes qu'elle pouvait imaginer. Quand les lucioles furent si hautes dans le ciel qu'elle les perdit de vue et qu'une mouche vint se poser sur une coupure qu'elle avait à l'avant-bras, elle prit conscience de deux nouvelles réalités. Dehors, les enfants s'étaient volatilisés, comme si quelque chose les avait fait disparaître comme par enchantement, en silence, ne laissant que des tas de vêtements en lambeaux fumants à leur place. Puis elle se rendit compte que ses bras, son visage, tout ce qui n'avait pas été protégé par les feuilles de papier accrochées à la fenêtre, semblait grièvement brûlé. Harry serrait toujours dans sa main la feuille de papier de riz. Mais cette dernière avait changé de façon spectaculaire. Les caractères écrits à l'encre de Chine avaient absorbé la lumière et avaient été brûlés par le flash, disparaissant totalement. Alors que le papier blanc les entourant, lui avait réfléchi la lumière et était resté plus ou moins intact. Au moment où le rayon de chaleur avait transpercé les traits de pinceau, le pouvoir de destruction de la bombe était déjà presque épuisé et commençait déjà à faiblir. Une mince feuille de papier avait protégé les yeux du professeur, lui épargnant la cécité. Néanmoins, cette fureur destructrice, même sur le déclin, même dans d'infimes proportions, s'était montrée cruelle. La lumière était passée à travers les lettres manquantes comme de la peinture vaporisée dans un pochoir. Elle avait frappé le visage d'Harry avec la même force que si cette dernière avait passé 4 ou 5 journées entières sous le soleil d'août et marqué à jamais sur sa peau la délicate écriture de l'enfant perdu, comme l'aurait fait un pochoir. Tout cela s'était passé avant même qu'Harry ne se baisse. Tout cela en l'espace de 4/10 de seconde. La perception qu'avaient eue les gens de l'éclair et du bang semblait changer en fonction de l'endroit où ils se trouvaient. Akiko se souvenait que dans le cocon qui la protégea du choc, pile sous la bombe, tout avait commencé par un flash blanc, dans un silence absolu. 1 kilomètre plus loin, Yoshiko Mori vit un flash bleu, accompagné presque instantanément d'un bruit fracassant. À quasiment 2 kilomètres de là, la mère de Sadako Sasaki se souvenait d'un flash jaune, alors que sa voisine Sumiko était certaine que la lumière émise par la bombe était bleue. À la même distance, un employé des postes qui avait lui aussi été protégé du choc dans un cocon, Hiroko Fukada, se souvenait parfaitement que la lumière était jaune. Dans un rayon d'environ 7 km et au fond d'une vallée protégée, le photographe Yamada vit tout le spectre des couleurs.
comme des arcs-en-ciel et du magnésium scintillant au-dessus de ma tête. Telle l'ondulation provoquée par une pierre jetée dans l'eau. Les arcs-en-ciel arrivaient par vagues, avant d'être cloués au sol par le bruit d'une terrible explosion. Il semble que les témoins qui se trouvaient le plus près de l'hypocentre n'entendirent pas l'explosion. Plus ils s'en trouvaient loin, plus le bruit devenait perceptible, pour finir par être totalement assourdissant. À 1,8 ou 1,9 km du point zéro, Sumiko entendit un fort bourdonnement électronique, accompagné d'un crépitement. Mais les autres survivants se trouvant dans le même rayon n'entendirent rien. À 3 km, Tomu Yamaguchi, l'architecte naval, était en train de marcher dans un champ de pommes de terre et s'approchait d'une femme lorsque quelque chose ressemblant à l'ampoule de flash de magnésium d'un photographe resplendit devant lui. Réagissant sur le champ en appliquant ce qu'il avait appris lors de son entraînement aux attaques aériennes dans la marine, Yamaguchi plongea à terre et roula jusqu'au fossé d'irrigation le plus proche, tout en portant vivement ses mains sur son visage. Il plaça alors ses doigts sur ses yeux et enfonça ses pouces dans ses oreilles afin de les protéger. Même les oreilles bouchées de la sorte, le bruit qui parvint à Yamaguchi fut terriblement assourdissant. Les souvenirs les plus vifs qu'il gardait des secondes ayant précédé le flash et l'onde de choc étaient les perles de rosée du matin qui scintillaient sur les feuilles des pommes de terre. Yamaguchi put voir et ressentir l'éclat aveuglant de la boule de feu. Il lui sembla que le soleil venait de tomber sur terre et que même les montagnes avaient laissé échapper un hurlement. Le sol gronda et trembla, craqua et se souleva, projetant Yamaguchi en dehors du fossé, à presque 1 mètre du sol. Alors qu'il retombait, la boule de feu implosa au-dessus de lui et se mit à s'élever dans les airs à une vitesse stupéfiante, créant un vacuum qui, pendant 1 ou 2 secondes, menaça d'aspirer plus haut encore l'ingénieur. Mais au lieu de cela, ce dernier resta simplement en lévitation sur un coussin d'air et de poussière tournoyante. En rouvrant les yeux, Yamaguchi aperçut au loin des rangées entières de maisons se déformer et voler en éclats pour se diriger droit sur lui. Totalement désorienté, l'ingénieur retomba dans l'un des sillons boueux dont il était sorti sous le coup de l'implosion. Il eut l'impression de n'être qu'une feuille portée par le vent. Lorsque Yamaguchi retrouva son sang-froid et qu'il jeta un coup d'œil en dehors du fossé, une tempête de papier en flammes et de vêtements fumants en lambeaux tombait du ciel, dansant comme 1000 minuscules lanternes et encensoirs dans les arbres et sur les feuilles des pommes de terre. Il lui sembla que tout le contenu d'un immeuble de bureau avait été hissé dans les airs, puis réduit en pièces, brûlé et éparpillé aux 4 vents. Il ne voyait plus le soleil. Le ciel bleu avait disparu et l'obscurité régnait, ce qui donna l'impression à Yamaguchi qu'il se trouvait au fin fond de l'océan. Des morceaux de bâtiments voltigeaient toujours autour de lui. Par la suite, il écrirait « J'entendais le bruit des tuiles qui volaient et se brisaient dans les airs, des objets qui tombaient. Le bruit de toutes sortes de destructions. Il était impossible d'identifier les différents bruits ou leurs causes. » Assis dans une flaque de boue, Yamaguchi se rendit soudain compte que tout un côté de son corps était extrêmement chaud. La peau exposée de son bras gauche avait littéralement été grillée, teintée d'un brun noir, comme la peau d'un poulet trop cuit. Même à ce moment-là, alors qu'il ne savait encore rien des bombes atomiques, l'ingénieur naval commença à suspecter que c'était l'œuvre d'une sorte de rayon de chaleur. Il se rendit compte alors que sa chemise blanche et son pantalon clair l'avaient en grande partie épargné. La femme vêtue de noir
avait couru vers le centre du champ où, se tenant droite, elle avait exposé son corps à la pleine fureur du flash. Son vêtement noir étant tout aussi absorbant que l'encre de Chine, elle avait disparu. Lorsque le bruit s'apaisa et que la fumée noire se dissipa, M. Yamaguchi regarda en l'air et vit une colonne de feu et de cendres s'élever vers la stratosphère. Elle ressemblait à une gigantesque tornade enfermée dans le panache de fumée d'un volcan, mais dont la base était immobile. Seule la tête du monstre semblait en activité. Elle ne cessait de grandir et de s'élargir. Quand ce nuage tombera sur terre, se dit Yamaguchi, toute chose vivante mourra. Il comprit que, même s'il survivait à ce nuage, qu'il éclaboussa bientôt d'une pluie huileuse, les B-29 pouvaient revenir. Et la sensation de brûlure qu'il ressentait dans tout son corps s'envola pour être remplacée par l'image de sa femme et de son enfant, seul à la maison. Il élabora alors un plan pour trouver un train ou une voiture encore en état de marche ou un cheval encore en vie et décida de tout mettre en œuvre pour rentrer chez lui, à Nagasaki. Isao Kita se trouvait sur le flanc d'une montagne lorsque le ciel s'embrasa. Il était météorologue en chef à la station d'Hiroshima. Et il resta à son poste pour observer et noter ce qu'il voyait. Même après qu'une sensation inexplicable de déshydratation et de nausée se fut emparée de lui. Plus les gens se trouvaient près du centre de la tempête, moins ils voyaient ce qui se passait réellement autour d'eux. À une distance de 3 km, M. Yamaguchi avait presque immédiatement compris qu'il était le témoin d'un engin de haute énergie, dont le premier effet était la libération d'une lumière aveuglante. Plus près de l'hypocentre, la famille Sadako ne voyait que les ruines, des rideaux de poussière poussés par le vent et un océan de flammes toujours plus grand. Depuis la station météo, suspendue bien au-dessus d'Hiroshima, à plus d'un demi-kilomètre de M. Yamaguchi, M. Kita était aux premières loges. Il regardait vers le nord, de l'autre côté de la ville. Les vents suivaient leur course habituelle pour cette époque de l'année. Dans les bassins de la rivière en dessous, le flash fut en partie masqué par les nuages d'un blanc brillant qui se formèrent instantanément autour de l'hypocentre. Ces derniers ressemblaient au plan des anneaux de Saturne, vus par la tranche. Et pourtant, cette couche d'anneaux nuageux était bel et bien en mouvement et ondulait dans le ciel bleu. Kita se souviendrait toujours de ce spectacle comme étant incroyablement coloré. C'était comme si des belles de jour bleu avaient éclos dans le ciel. Puis, tout autour de lui, l'air se mit à grésiller et à se dilater. Kita et le flanc entier de la montagne semblèrent soudain plongés dans un four chaud. Tout comme Yamaguchi, il comprit sur le champ que quelque chose d'inhabituel avait explosé au-dessus de la ville, et qu'il était fort probable qu'une onde de choc soit en train de foncer sur lui à toute allure. Évaluant rapidement le nombre de secondes qui venaient de s'écouler depuis le flash, Kita s'abrita par terre et se mit à compter. 2 secondes plus tard, il entendit un grondement, qui se transforma rapidement en un grondement fracassant qui secoua et fit trembler le poste d'observation. Un instant, il regardait directement le sol, persuadé qu'il avait dirigé ses mains et ses pieds dans la bonne direction pour se protéger. L'instant d'après, il regardait en l'air, vers l'endroit où le soleil et les nuages embrasés auraient dû se trouver. Mais les cieux fondirent sur lui pour le frapper à la mâchoire. Il lui sembla tout aussi injuste que perturbant que le ciel soit pavé de béton plutôt que de nuages. Mais Kita revint vite à lui et comprit que le choc avait dû projeter en l'air, comme une pièce de monnaie, quand on joue à pile ou face, à 2 mètres d'altitude,
pour le faire retomber ensuite avec une force terrible sur la plateforme de la station météo. Extirpant un bout de papier de sa poche, Kita nota le chiffre 5, qui représentait le nombre de secondes qui s'étaient écoulées entre le flash et la détonation. La distance qui le séparait du centre du flash lui indiqua la vitesse de l'onde de choc. Environ 700 mètres par seconde. Lorsque le jeune scientifique se releva pour contempler les dégâts en dessous, le seul mot qui lui vint à l'esprit pour commencer à décrire ce qui s'était passé fut le mot « surnaturel ». Hiroshima ne faisait plus partie du monde de Kita. Après les 5 premières secondes, la ville entière avait été transformée en un lac de poussière jaunâtre et bouillonnant, que venait de quitter un nuage rouge qui s'élevait en tourbillon à une vitesse incroyable. Le temps que Kita inscrive le chiffre 5 sur son papier, le nuage était déjà monté à 5 km plus haut. 5 minutes plus tard environ, le lac de poussière jaune se tacha de colonnes de fumée d'un noir d'encre. Et 2 minutes plus tard, la couche d'air au-dessus de cette mer de poussière était pleine de serpents. Au bout d'un moment, Kita se rendit compte que ces serpents n'étaient autres que des colonnes tourbillonnantes de fumée et de feu, qui parfois partaient dans des directions opposées et mouraient, parfois s'unissaient pour former de véritables tornades de flammes dans lesquelles gravitaient des amas de tôles arrachées et de débris méconnaissables. Le vent dans le dos de Kita semblait pousser tous ces serpents et toutes ces tours de fumée vers le nord-ouest, vers la gare d'Hiroshima et le pont de Misasa, divisant la ville en deux. Il faisait jour d'un côté et de l'autre nuit. Du côté où se trouvait Kita, la couche de poussière bouillonnante se déposa, ou se dispersa, pour révéler des ruines en dessous, des étendues de morceaux de bois et d'éclats de verre, sur lesquels brillait toujours le soleil de cette matinée d'été, qui sans cela aurait été tout à fait normale. Tout ce qui se trouvait au sud et à l'est semblait s'être transformé en un désert de sable. Au nord et en amont, le monde était plongé dans une obscurité, semblant s'étendre à l'infini. Une obscurité que seuls des éclairs et des tornades rougeoyantes, qui atteignaient parfois la hauteur de 5 à 10 étages, venaient troubler. La fumée était agitée d'étranges couronnes d'air ascendant et descendant, et grâce à des jumelles Kita put voir qu'une pluie, une neige noire s'abattait sur le sol. « Oh non », dit-il. « Oh non ». Il vit que des gens bougeaient encore dans la plaine en dessous. Il vit des milliers de personnes. Et il comprit que des milliers d'autres étaient probablement pris au piège, derrière le rideau noir.